Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On va prendre le temps de la discussion pendant un certain temps ici sur Sud Radio pour penser la France de 2040. Selon quoi? Selon absolument toutes les données possibles et inimaginables, avec les meilleurs experts. Et c'est Bruno Tertré, bonjour. Bonjour. Qui avait coordonné, c'est vous qui avez coordonné ce rapport France 2040. C'est pour l'Institut Montaigne, les projections pour l'action politique. Je le disais, vous avez utilisé vraiment toutes les sources, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le pays depuis 15 ans, en essayant de viser 2040, c'est-à-dire d'ici 15 ans, pour voir comment le pays évoluerait avant qu'on décline. Parce qu'il y a absolument tous les sujets, l'industrie, la natalité, l'état de la science en France, l'état de la recherche. C'est excessivement complet. Alors je vous dis pas forcément encourageant si déjà on a des doutes sur la capacité du pays potentiellement à se redresser, mais c'est absolument passionnant. C'est disponible sur le site de l'Institut Montaigne. D'un mot peut-être d'abord sur l'initiative. Comment vous avez eu peut-être l'envie, la curiosité d'établir un tel travail, ces 462 pages de projections aussi sérieuses, aussi fouillées? La première raison, c'est que ça n'existait pas. C'est-à-dire, il n'y avait pas de rapport aussi fouillé qui essaie de vous projeter dans la France dans 15 ans. Sans être, j'allais dire, partisan de telle ou telle école, de telle ou telle force politique. C'est un rapport qui est assez neutre. Il n'y a pas de proposition, on en parlera. C'est presque un rapport scientifique, c'est-à-dire que c'est les chiffres qui parlent. Ça se veut être un rapport quasiment scientifique. On s'est basé bien sûr sur énormément de sources officielles, de sources publiques. On a consulté énormément d'experts, mais c'est vraiment un diagnostic qui se veut aussi peu orienté que possible. Pourquoi? Alors maintenant, pourquoi aujourd'hui? Eh bien, il vous aura pas échappé que dans 2 ans, on aura une élection présidentielle. En tout cas, c'est en principe dans 2 ans. Et ce qu'on voudrait, ce que l'Institut a souhaité, c'est que le débat politique soit autant que possible, se fasse sur des bases, on va dire, sur des bases saines, sur des bases objectives. Après, chacun peut avoir les interprétations et les choix différents pour y remédier. Voilà, c'est bien. Mais à une époque, et on le voit encore aujourd'hui à propos de la loi du plomb d'ailleurs, à une époque où les débats publics s'emballent un peu trop souvent de manière très passionnelle, sans forcément qu'ils soient basés sur des faits objectifs, eh bien, on a souhaité tenter de remettre un petit peu de raison dans le débat public, et encore une fois, quelles que soient les options politiques des uns et des autres. Ironie du sort, votre rapport projection pour l'action politique de France 2040 que vous coordonnez pour l'Institut Montaigne est sorti le jour de la prise de parole de François Bayrou. Mais j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit d'emblée, c'est-à-dire qu'il n'existait pas ça au niveau politique. Ouais. Est-ce que c'est pas ça qui est inquiétant quand même? Parce qu'on nous pond quand même tous les 2 jours des organismes pour penser l'avenir. On a ce haut commissariat au plan pour se disant penser la France d'après. Est-ce que c'est pas presque inquiétant que ce soit l'Institut Montaigne qui soit en charge de ça? Au moment où on l'a fait, le haut commissariat, au moment où on l'a décidé, ce rapport, c'était il y a 1 an et demi, c'était avant la dissolution d'ailleurs, le haut commissariat au plan n'avait pas encore véritablement été reconstitué comme il l'a été récemment. Non mais il en existait un, il nous a pas bluffé par ses capacités de projection. Non, mais je peux vous dire à titre personnel que ce que vous trouvez dans la démographie, sur la démographie par exemple, c'est en partie issu d'un travail que j'avais fait justement pour le commissaire au plan qui à l'époque s'appelait Monsieur François Bayrou. Je précise la légende raconte qu'il est apparemment en Premier ministre maintenant. Donc voilà, je précise que j'ai absolument aucun engagement politique, c'est un travail d'expert. Alors vous avez maintenant ce commissariat au plan qui est censé faire ce travail, et d'ailleurs il va le faire, on en a parlé avec eux, mais eux ils vont se projeter plus loin, ils vont se projeter en 2050. L'idée c'est de dire que le public, le privé, parfois on peut travailler quand même en bonne intelligence et j'allais dire s'inspirer en toute honnêteté et objectivité des travaux les uns des autres. Donc, vous avez raison, le plan aurait pu faire ça, ils l'ont pas fait, donc on le fait, mais ils vont faire autre chose, et après tout c'est très bien, il faut pas que dans ce domaine-là, l'avenir de la France, il n'y a pas de monopole public, il n'y a pas de monopole privé. Vous le dites en introduction, et c'est vrai que n'est-ce pas un pari risqué de fournir un tel plan pour dans 15 ans, quand on voit l'agitation du monde aujourd'hui, que ce soit l'élection de Donald Trump? Vous précisez quand même, ce plan, c'est si pas de soubresaut si conséquent qu'un Covid ou une 3e guerre mondiale. Mais en réalité, c'est bien le problème, c'est bien parce que l'action politique, et ça date pas d'hier, ça date pas de Monsieur Bayrou, c'est essentiellement les 3 prochains mois, les 6 prochains mois ou les 2 prochaines années au maximum qu'on veut essayer de pousser nos responsables politiques, mais aussi les responsables de grandes entreprises qui font aussi de la planification, à réfléchir plus loin. Peut-être même plus que les pouvoirs publics d'ailleurs. Alors ça arrive d'ailleurs pour les très grandes entreprises, oui tout à fait, ça arrive parce que souvent les chefs d'entreprise, ils sont pas forcément soumis à dissolution ou à... Ils doivent avancer, donc au bout d'un moment... Ils doivent avancer. Alors... si on prend le type de travail qu'on fait, c'est bien sûr aussi pour pouvoir
peser sur le débat public. Bien sûr, il peut arriver des événements qui font que, non pas tout ce qu'on a écrit ne vaut plus rien, parce que je crois que quoi qu'il se passe dans le monde dans les 2 prochaines années, les bases, notre rapport restera valable. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus prévoir tous les accidents géopolitiques qui peuvent se produire. Donc c'est vrai qu'on ferait des projections à partir de un certain nombre de données géopolitiques, comme les tensions entre les États-Unis et la Chine, mais tout en disant que si jamais il y avait l'invasion de Taïwan par la Chine, alors là, ça mettrait l'économie mondiale par terre, et donc on aurait un certain nombre de choses à revoir dans notre rapport. On ne peut pas tout prévoir non plus, mais vous savez, moi, ma spécialité de départ, de base, c'est la géopolitique. Il y a quand même des lignes de force qu'on peut tracer depuis longtemps. Les tensions États-Unis-Chine, par exemple, ça date pas l'arrivée de M. Trump au pouvoir. Vous, notaire très géopolitologue, et puis vous êtes le coordinateur au titre de ce rapport France 2040, projection pour l'action politique. Je le disais, c'est quand même d'une presque cruelle lucidité sur l'état de la France. Et très rapidement, vous arrivez à une conclusion. Cette conclusion, c'est terriblement d'actualité. Là aussi, c'est un vieillissement démographique, une stagnation de la productivité et une dette publique élevée. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier de quoi ? Les triple impasse, peut-être, qui va littéralement verrouiller le pays dans les prochaines années de manière très forte. Alors pour nous, il n'y a pas d'impasse. Et puis s'il y a une impasse, on peut toujours en sortir par le haut. On peut toujours démolir. Il y a des lignes de fuite. Voilà. Il y a quand même toujours des lignes de fuite. Mais c'est vrai que j'aime bien parler de ce rapport en disant qu'au cœur du problème de l'avenir de la France, il y a, moi, ce que j'appelle le mur de la dette, le précipice de la démographie, et aussi, on en parle moins, le marécage de la productivité. Parce que la productivité du travail, c'est vrai que c'est quelque chose... Ça, on y reviendra parce que c'est fascinant. Ouais, c'est tout à fait intéressant. Or, tout ceci, c'est un moment où, en gros, vous le savez tous, nous le savons tous, il va falloir investir davantage sur la défense. Il va falloir également investir d'une manière ou d'une autre, et quelle que soit la manière dont on prend les sujets environnementaux, investir sur l'adaptation au changement climatique. Donc, ça arrive, ce mur de la dette, il arrive, j'allais dire, au pire moment. Donc, il y a ce triptyque, effectivement, qui est, à mon avis, central quand on veut essayer de comprendre le problème de la France, et on va avoir du mal à en sortir dans les 15 prochaines années. Ce qu'il faut, c'est aussi agir maintenant pour pas que l'après 2040 soit totalement catastrophique, parce que ça pourrait bien l'être si on ne prend pas vraiment à bras le corps les grands problèmes structurels de la France vraiment dans les années qui viennent. Alors, on a parlé de 2027, il y a cette échéance, mais il y en a d'autres. Eh bien, je crois que franchement, on peut s'inquiéter pour l'avenir de notre pays après 2040. Et c'est un optimiste qui vous le dit, parce que je suis plutôt un optimiste, mais j'avoue que ce rapport m'a un petit peu servi de refroidisseur. Je dis parfois que ce rapport, c'est un peu une cellule de dégrisement pour ceux qui se font un peu trop d'illusions sur le pays. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous développez dans ce rapport, c'est que vous arrivez assez bien en réalité à tisser les liens entre toutes les problématiques. C'est-à-dire que bien sûr, à un moment que la démographie viendra toucher la sphère de l'environnement, que cette démographie aura des conséquences sur le plan industriel, et je peux tisser toutes les parties que vous évoquez. Est-ce que vous pensez, parce que avec toutes les données publiques, et c'est quand même ce qu'on voit dans la sphère publique, que le politique a cette capacité-là, si vous voulez, de réussir à englober les problèmes. On a vu, par exemple, sur les relations internationales, et je parle sous votre contrôle, à quel point, pour les Français, les sondeurs nous le disent, c'était très compliqué jusqu'à présent, jusqu'à peut-être l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de comprendre que les conséquences du monde allaient arriver dans nos assiettes, dans notre portefeuille, directement dans notre poche. Oui, mais... Est-ce que les politiques sont capables de voir le problème et de l'englober ? Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais pardon, de le prendre, on va dire... Peu importe, mais j'allais dire que sur notre environnement géopolitique et ses conséquences littéralement dans nos portefeuilles et dans nos assiettes, j'allais dire, moi je vois aussi que c'était le cas pour la plupart des entreprises privées. À part un certain nombre de grandes entreprises qui sont par nature ouvertes sur l'international, moi je peux vous dire, par exemple, à titre personnel, que la demande de consultance ou d'expertise géopolitique, elle a explosé depuis 3 ans, parce qu'il y a eu l'Ukraine, il y a eu le Moyen-Orient, il y a eu Trump, il y a la Chine en toile de fond, etc. Alors, je reviens à votre question. Oui, ce qui est fascinant, c'est que toutes ces tendances un petit peu négatives, malheureusement, elles s'enrichissent, si j'ose dire. Elles sont liées les unes aux autres. Par exemple, quand vous voyez l'évolution démographique de la France, ça va pas arranger notre problème de productivité, c'est-à-dire on va y venir dans le détail. La rentabilité du travail. Il y a un autre sujet qui aussi transparaît tout au long du rapport, c'est la question qu'on appelle celle des fractures
territoriale. Là encore, la démographie, la population, elle évolue pas de la même manière partout sur le territoire français. Les services publics, la désindustrialisation, tout ça, ça ne s'opère pas, ça ne fonctionne pas de la même manière sur tout le territoire. Donc il y a aussi ce risque en toile de fond d'une aggravation de nos fractures territoriales. Vous voyez, ça rend pas très optimiste. Ça rend pas très optimiste, mais on va y venir parce que ce rapport rentre dans le détail des problèmes qui sont si contemporains et si urgents à régler. On parlait de la natalité, de la productivité. C'est un mot qu'on entend maintenant 53 fois par jour sur les plateaux de télévision. On a l'impression de revoir le nucléaire par Vladimir Poutine. C'est vraiment devenu un langage totalement commun. France 2040, projection pour l'action politique. C'est à trouver et à consulter sur le site de l'Institut Montaigne. On en parle avec Bruno Tertré qui a eu la lourde charge de coordonner ce rapport et on y revient dans un instant. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. À quoi ressemblera la France de 2040 ? Quels sont les Himalayas, pour reprendre une expression prononcée par le Premier ministre, à gravir? Ils sont nombreux, que ce soit le financement de l'État, la productivité, le financement de l'économie, la transition énergétique, même tout simplement l'état de l'industrie. On en parle avec Bruno Tertré, géopolitologue notamment, et c'est vous qui avez eu la lourde tâche de coordonner son lot rapport sur la France de 2040 pour l'Institut Montaigne. On était en train d'en parler juste avant. C'est vrai qu'il y a aussi une difficulté, peut-être des politiques, de réussir à prendre en même temps, et c'est ce mot important, à bras le corps, la totalité des problèmes sur ceux que vous décriviez, la productivité, le mur de la dette et la démographie. Ça, c'est compliqué de tout penser. C'est peut-être l'impensé des politiques. Oui, le problème des politiques dans toutes les démocraties, c'est qu'ils pensent à trop court terme. Bien sûr, je pense que la plupart d'entre eux se soucient de l'avenir de la France à long terme, mais le court-termisme, c'est général dans toutes les démocraties, même si je pense qu'en France, alors que justement, c'est là qu'on avait inventé le plan, après la Seconde Guerre mondiale, on est quand même spécialement court-termiste. Moi, je pense que pour franchir l'Himalaya, pas seulement pour conquérir l'Everest, mais si on veut vraiment franchir l'Himalaya, il faut impérativement des gouvernements qui aient une légitimité forte, qui soient perçus comme tels par les opinions. C'est pas du tout une orientation politique. Non, c'est factuel. C'est-à-dire que s'il faut qu'on change, peu importe dans une direction ou une autre, il faut quelque chose de solide pour faire pousser la machine. Et par ailleurs, d'expérience, on voit que quand vous voulez vraiment prendre des décisions difficiles ou douloureuses pour l'avenir du pays, il vaut mieux le faire en début de mandat qu'en fin de mandat. Ça, là encore, c'est général dans toutes les démocraties. Bon. Et malheureusement, aujourd'hui, on a quand même en France une crise de la légitimité et une crise de la confiance dans les institutions, dans les responsables politiques, qui est à mon sens encore plus forte qu'elle ne l'est dans d'autres pays européens. Donc, il y a non seulement la légitimité, j'allais dire, des urnes, mais il y a aussi la confiance. Or, la confiance, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à recréer et à maintenir dans la durée. Donc non seulement le diagnostic qu'on fait, il n'est pas très optimiste, en tout cas il dit si on continue comme ça en 2040, franchement c'est la ruine, enfin, franchement on peut le dire comme ça. Ah oui, clairement. Mais en plus, tout ça c'est dans un contexte de défiance vis-à-vis de l'autorité politique, des décisions qu'elle prend, même si c'est une autorité politique légitimement élue ou nommée, qui rend quand même, encore une fois, pas très optimiste sur l'avenir du pays. Entrons dans le détail des différents, on va dire, les Everest que vous évoquez. Il y en a un qui m'a passionné, c'est le déclin démographique. On en parle régulièrement, on a l'impression que c'est une mauvaise musique de fond dans un ascenseur, mais c'est absolument problématique. Le taux de fécondité est tombé cette année-là à 1,6 enfants par femme contre 2 enfants par femme en 2010. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir un solde naturel positif réduit à 17 000 en 2024 et dès 2028, ça pourrait devenir négatif. C'est-à-dire que c'est demain. Oui, tout à fait. En termes démographiques, c'est même dans une heure, si vous voulez. Parce que la démographie, c'est sur le long terme. On parle souvent de l'expression minuit moins une, c'est maintenant. Voilà. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la démographie et ses implications politiques au moment où la démographie était, j'allais dire, trustée seulement par les démographes. Or, je crois que c'est comme la guerre ne doit pas être laissée seulement aux militaires, la démographie ne doit pas être laissée seulement aux démographes parce que c'est l'avenir du pays. Donc, j'avais déjà écrit un bouquin là-dessus, donc je découvre pas ces sujets. Moi, ce qui me frappe, c'est plusieurs choses. La première, c'est que il y a une sorte de normalisation de la France par rapport aux autres pays européens. Pendant longtemps, on s'est satisfait d'une espèce d'exception française qui fait qu'en gros, la fécondité en France restait... Elle était parmi les plus élevées d'Europe, voilà, on n'avait avec pas l'Irlande et la Suède, voilà, on ne s'inquiétait pas. Même on raillait ceux qui arrivaient à des taux comme on a maintenant l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Exactement. Or, la normalisation, mais dans le sens statistique du terme, elle est en train d'arriver plus vite que certains ne le craignaient. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, moi j'en ai déjà parlé à
beaucoup de responsables politiques déjà depuis 2 ou 3 ans, parce que je crois que le moment où, en gros, l'accroissement de la population française ne se ferait plus que par l'immigration, ce moment va arriver plus vite que prévu. Mais c'est le point de bascule, et pardon, j'en profite que vous me fassiez cette transition naturelle, c'est ce que vous indiquez dans le rapport. Le moteur principal de la croissance démographique, à un moment, ça va être le recours massif à l'immigration. Alors, de toute façon. Attention, moi je ne suis pas prescriptif, ce rapport n'est pas prescriptif. Non. Il ne dit pas... C'est les faits pour l'instant. Voilà, ce sont des faits. Il ne dit pas il faut l'immigration ou il n'en faut pas. C'est pas le sujet. Simplement, il alerte sur le fait que très rapidement, et peut-être même dès 2027, ça sera peut-être en pleine campagne de 2027, tiens... à ce moment-là, en gros, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire en gros les naissances moins les décès, sera négatif, et l'accroissement de la population française, comme c'est déjà le cas pour l'Europe prise dans sa globalité, ne se ferait plus qu'à partir de l'immigration. Et là, je pense que ce dont on parle ici, c'est préparons-nous à un débat qui, par nature, est un débat extrêmement passionnel sur celui de l'avenir de la population française. Excusez du peu, mais 3 fois rien, mais quand même 3 fois rien. Je sais que certains disent, qui sont opposés à toute forme d'immigration, disent, mais après tout, pourquoi est-ce que la France serait pas le Japon? J'ai déjà entendu cet argument plusieurs fois. Mais avec un problème qu'on risque d'avoir similaire au Japon, parce que vous évoquez le vieillissement accéléré de la population. Mais bien pire. Moi, je dis toujours, c'est un choix de citoyen, c'est un choix politique, c'est aussi un choix de citoyen. On a le droit de vouloir être le Japon, c'est-à-dire un pays dont la population décline et un pays qui a, dans les faits, quasiment pas d'immigration. Le problème, c'est que le Japon, il a été beaucoup plus riche que nous avant que sa population décline, donc il n'a pas eu les mêmes types de problèmes. Avec une dette souveraine, contrairement à nous. Exactement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est important, avec une dette souveraine. Et par ailleurs, de nombreux Japonais s'inquiètent beaucoup sur l'avenir de leur pays, en se disant, est-ce qu'au 22e siècle, le Japon existera encore? Donc, vous voyez, c'est vraiment des problèmes. Parce que c'est un pays de personnes âgées. C'est un pays de personnes de plus en plus âgées, avec tout ce que ça veut dire aussi pour le travail. Le travail, les Japonais, alors qui travaillent de toute façon beaucoup plus que nous de manière générale, c'est un constat factuel. Eh bien, quand vous vous baladez au Japon, vous voyez dans les gares, dans les services, dans les commerces, des gens dont on vous dit, en tant que touriste français, vous dites, ces gens-là, ils mériteraient quand même une retraite, ils devraient avoir droit à une retraite bien méritée. Voilà, donc tout ceci, ce sont des choix de société, ce sont des choix qui engagent le pays, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce rapport pour dire, voilà, quelle France voulons-nous en 2040 et au-delà. Sachant que je rappelle un chiffre que vous mettez dans le rapport, et la comparaison avec le Japon se tient là, c'est que la proportion des plus de 65 ans, actuellement, on est à 22% en 2025, ça risque d'être projeté à 26-28% en 2040, donc parfait, c'est demain. Et ça veut dire surtout que ce qu'on appelle le rapport de dépendance, c'est-à-dire en gros le rapport entre les actifs et puis les inactifs, qui soient trop jeunes, va bouleverser le système, ou trop vieux, va être supérieur à 50%. C'est énorme. C'est considérable. C'est 2040. Et c'est pour ça que, alors sur la démographie, on peut pas faire grand-chose pour les 15 ans qui viennent. En gros, la démographie, c'est comme des tankers. Ils peuvent virer de bord, mais ça met beaucoup de temps. Mais si on veut agir sur la France d'après 2040, c'est maintenant que ça se prépare. Et s'il y a bien une chose qui est très compliquée à relancer, c'est la natalité. Moi, je vois beaucoup trop de gens qui souhaitent relancer la natalité, mais qui pensent qu'il y a des mesures faciles, que ce soit la prime, comme on peut voir en Hongrie, système démontré un peu inutile d'ailleurs. Regardez comment ça marche, ça marche pas. Voilà, c'est pour ça que je démontré inutile. Voilà. Un autre objet qui est important, parce que c'est vraiment ce qu'on voit absolument tous les jours, c'est le sujet de la croissance. On parle beaucoup des Français qui travailleraient moins que les Allemands, que les autres pays. Vous mettez une fois de plus un chiffre dans votre rapport, c'est 61,8% des 15-64 ans actuellement au travail. 61%. Seulement. En réalité, c'est ça le sujet. C'est pas tellement les heures travaillées, même si c'est un débat, mais c'est surtout les personnes qui travaillent. Le nombre de personnes qui travaillent, le nombre d'heures qu'ils ou elles travaillent. Autrement dit, on s'est focalisé trop longtemps en France, dans le débat public, dans le débat politique, sur le taux de chômage. Les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. En fait, ce qui est beaucoup plus intéressant, et à mon avis pertinent, c'est de s'intéresser effectivement à la productivité. On voit que la productivité du travail en France, qui peut compenser effectivement le fait qu'il y ait moins de gens qui travaillent, cette productivité augmente. Elle est censée augmenter faiblement, mais régulièrement. En France, elle n'augmente quasiment plus. On est à D'abord, elle a chuté. C'est plus 0,2 par an. Voilà. Et c'est même pas un point sur la décennie précédente. Plus 0,8, c'est-à-dire rien. Voilà. C'est-à-dire que la productivité stagne. Donc, si vous avez moins de gens qui travaillent ou des gens qui veulent moins travailler, mais qu'en même temps la productivité décline, immanquablement, et quel que soit votre statut, que vous
soyez journaliste, géopolitologue, ouvrier ou banquier, j'allais dire, on est tous dans le même bateau et le bateau s'appelle la France. Ce que j'espère, et c'est pas dans le rapport, mais que le navire France ne va pas couler, qu'on n'aura pas le destin du paquebot France. Rappelez-vous, le paquebot France, il a fini par être racheté par un armateur étranger et finalement, il a été désarmé. Bruno Tertré, géopolitologue, vous coordonnez plutôt cette étude monstrueuse à l'Institut Montaigne. France 2040, projection pour l'action politique. Peut-être, et si certains nous écoutent, c'est un petit manuel sur l'état réel du pays, que ce soit sur l'industrie, sur l'environnement, sur l'économie, sur la natalité. Merci beaucoup, Bruno Tertré, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Pour nous, on se retrouve demain, même studio, même heure, 10h, 13h. Et je vous souhaite évidemment une très belle après-midi sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.